Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être dédié uniquement aux manifesteurs et je suis tellement contente enfin de proposer un contenu uniquement pour les manifesteurs. Ça fait des mois que j'y pense mais il y avait d'autres projets avant que je voulais sortir. Donc là c'est le bienvenu. Et aujourd'hui, le thème, ça va être le cycle du repos du manifesteur. Je précise selon mon retour d'expérience de quelque chose que je vis depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, ça ne sera pas vraiment que de la théorie pure parce que je voulais vraiment partager en fait cette expérience. J'ai un élan à le faire depuis plusieurs jours, même si entre guillemets l'état n'est peut-être pas optimal pour le partager en ce moment entre guillemets. De toute façon, je pense que ça s'entend à ma voix pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment. Mais il n'y a pas de bon moment, je crois. Donc, je prends le temps de le faire ici et maintenant, justement, imprégné par toutes ces sensations. Donc, le cycle du repos du manifesteur. Déjà, je vais replacer un petit peu le contexte de l'environnement global qui se passe dans ma vie autour de cet épisode-là de vie, on va dire. On va dire que depuis 8-9 mois, j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels dont j'ai pas forcément parlé parce que voilà, je sais que sur les réseaux, c'est un petit peu la mode de parler de tout, mais il y a des choses forcément sur lesquelles on ne veut pas forcément partager. Mais il y a eu pas mal de chocs émotionnels, il y a eu beaucoup de mon côté de fin de relation. Alors je pense que le thème de ces 2 dernières années, ça a été vraiment ça. Questionnement sur les relations, positionnement et fin de ce qui ne convient plus. Sauf qu'on n'a pas forcément parlé de l'impact émotionnel et sensible de toutes ces fins-là. Donc certaines étaient bénéfiques, d'autres avaient plus de résistance, tout simplement. Donc il y a eu des fins, on va dire, un petit peu plus perso, il y a eu des fins amicales. Pour ma part, il y a eu un décès qui m'a énormément touchée et clairement, je n'ai pas fini mon deuil. Donc je suis dans cette acceptation-là, il y a le process qui est en train d'être fait. Mais je vais revenir un petit peu sur les fins amicales. Des fins amicales de personnes, plusieurs, pas que une, en 6 mois. Là, c'était plus court, on va dire depuis novembre. Des fins amicales de personnes, vous savez, ce genre de personnes où on se dit, oula, mais alors si il ou elle n'est plus dans ma vie, ça va être compliqué. Déjà qu'il y a eu pas mal d'épuration en amont dans ma vie, au niveau social. Et là, je me suis dit, waouh, il reste, entre guillemets, que les vrais. Les vrais qui sont là, Eh bien, ces personnes-là sont parties. Donc, je pense qu'on sous-estime énormément aussi les deuils de ces relations. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des deuils de personnes décédées, mais on parle pas beaucoup de deuil relationnel. Et là, je m'en suis pris 3 parmi les 4, 5, 6 autres en plus, mais un petit peu moins importantes pour moi par-dessus, depuis 6 mois, mais quand même des relations qui m'ont coûté de terminer pour la plupart. Mais ces 3-là, waouh, claque sur claque. Et disons que j'étais dans le deuil de ma grand-mère, qui est partie en septembre, et par-dessus, en fait, toutes ces claques, mais des grosses claques qui m'ont bien flinguée. Et surtout depuis le début de l'année 2025, j'ai vraiment senti mon cœur se refermer, voilà, littéralement, parce que j'arrivais plus à gérer émotionnellement. Et vous savez, ce genre d'état où on se dit, bon, ok, je me ferme, je gérerai plus tard, je me ferme, je gérerai plus tard. Et là, en février, je n'ai plus pu. Et ça continuait jusqu'en mars par-dessus. Et là, donc, voilà, depuis mars, parce que là, je suis en avril 2025 quand j'enregistre ce podcast-là. En mars, mon système, il a dit fuck. Donc, je vais parler du cycle du repos teinté de toute cette ambiance-là. On va dire que c'est pas un cycle de repos quand tout va bien dans ma vie, j'ai eu mes urges créatifs, ma vie va bien, au niveau amoureux ça va, au niveau familial ça va, au niveau business ça va, au niveau travail ça va. Oh, et puis là il y a un petit cycle de repos. Non, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus deep, c'est un petit peu plus dark, c'est un petit peu plus imprégné émotionnellement. Je dis pas ça parce que je suis une waouh meuf, tu vois. C'est pas ça du tout, mais c'est juste pour placer le contexte. Par-dessus tout ça,
j'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que ça me coûte encore beaucoup, mais j'ai une affaire immobilière qui m'aspire mon énergie vitale depuis 6 ans et demi. Mais quand je dis aspirer mon énergie vitale, c'est littéralement ça. Donc ça, je vais pas m'étaler trop dessus, mais il faut savoir que voilà, c'est une histoire qui a flingué mon endurance, flingué ma résilience et qui a amplifié en fait cet état-là. Donc ce cycle de repos, il m'a été un petit peu imposé et forcé, mais je pense qu'on peut établir des traits, on va dire, communs par rapport à un cycle de repos, parce que j'ai vraiment ressenti aussi dans mon énergie, dans mon corps, quand je me focalisais sur mon fonctionnement, énergie de manifesteur, ça a quand même été empreint de sens. Ça a beaucoup rejoint pas mal de choses que j'ai lues sur le cycle de repos. Donc je vais faire quelques parallèles, même si, voilà, pour te dresser le contexte, c'est pas comme si ah, tout va super bien dans ma vie avec ça, tu vois, il y a pas mal de choses un peu lourdes qui s'accumulent par-dessus. Donc c'est un état entre le cycle de repos et un gros état dorsal. Je vais le décrire après au fur et à mesure dans ce podcast. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour replacer le contexte. Et est-ce que j'en suis sortie? Je ne pense pas, ou du moins en tant qu'émotionnel, je fais attention à ne pas dire wouh à chaque fois que j'ai un élan, de dire c'est bon, c'est fini, c'est sorti, le process émotionnel est fait. Non, je ne crois pas. Mais je suis encore en plein dedans. Et justement, c'est peut-être le meilleur moment pour partager tout ça. Donc j'ai pris quelques notes chronologiques justement parce que ça me semblait pas mal de classifier un petit peu tout ça. Alors, pour reprendre un petit peu le contexte aussi du manifesteur qui nous intéresse ici. Le manifesteur, on le décrit beaucoup et je pense que c'est aussi pas très bien démocratisé encore. Parce que déjà, on est une grosse minorité, les manis ici, qui retrouveront peut-être aussi sur YouTube ce podcast, parce que j'espère qu'il sera aussi diffusé sur YouTube et qu'il touchera des personnes peut-être qui ne me connaissent pas, que ça pourra aider. Le manifesteur, il est dessiné entre deux états. Pour rappel, parenthèse, c'est un être non sacral qui n'a donc pas l'endurance des êtres sacraux qui nous entourent et du monde dans lequel on vit. Donc déjà, on a une énergie qui est fluctuante. Et le manifesteur, il est connu, reconnu et attendu pour ses urges créatifs. Les urges créatifs, j'avais déjà fait un atelier avec des manifesteurs. Pour ainsi dire, je pense que en tant que manifesteur, on sait très bien tous ce que c'est. Un urge créatif, c'est comme un élan viscéral qui nous impose de passer à l'action et de manifester quelque chose. Ça peut être, vous savez, ce moment où on est électrisé, ce moment où on peut se donner à 2000% sur un projet, sur une idée, sur la création d'une communauté, sur un livre, sur des poèmes, sur un album de musique, tout plein de choses qui, selon notre sensibilité, selon ce qu'on fait dans nos vies, a un impératif absolu d'être manifesté. C'est pour ça qu'on est manifesteur, ok? C'est parce qu'on amène des nouvelles idées, des nouvelles vibes, des nouveaux projets, des nouvelles visions dans le monde. Ça concerne, ok? Donc, c'est un petit peu ça. Et ça, je pense qu'en tant que manifesteur, on connaît tous. On connaît tous cet état de créativité intense, de passage à l'action, d'efficacité, d'efficience, de fierté d'avoir créé quelque chose dans la matière. Encore une fois, ça peut être tout plein de choses. Moi, j'ai eu des offres qui ont eu un impératif à être créés, des podcasts, dont celui-là, même si c'est beaucoup plus pondéré par rapport à ce que j'avais pu vivre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'ai eu un client homme, je précise homme parce que numériquement ils sont un peu moins nombreux dans ce monde-là, qui m'avait raconté qu'un jour il s'était levé épiphanie maximale. Il fallait impérativement qu'il passe à l'action. Il était dans le monde de la bijouterie et pour lui, son urge créatif, c'était de créer un nouveau type de fermoir pour les boucles d'oreilles. Donc, on voit, ça n'est pas que des trucs entre guillemets waouh, ça peut être des choses plus basiques, sans que ça soit péjoratif du tout, mais qui peuvent apporter un impact massif dans, par exemple, le monde de la bijouterie ou des fermetures de boucles d'oreilles. Ok ? Donc, ces moments-là, on sent que on est animé par quelque chose de plus grand. On est littéralement électrisé, il y a toutes nos cellules qui se mettent dedans, il y a tout se ferme autour de nous, on devient sourd, voilà, on passe à l'action. Le urge créatif du manifesteur qu'on adore tous.
mettre en valeur. Et on oscille donc entre cet état et ce fameux cycle de repos. Et ce fameux cycle de repos, on n'en parle pas beaucoup, c'est pour ça que vraiment ce podcast il me tient à cœur aujourd'hui. C'est que en partie, je pense qu'on sait tous, les manifesteurs, on a une hantise de ce cycle de repos, jusqu'à ce qu'on se déconditionne, parce que je me mets complètement dans le conditionnement, dans cet état-là. Et je pense que moi-même, j'ai et j'aurai encore certainement une hantise de rentrer là-dedans, parce que ça veut littéralement dire l'inverse total et absolu de ce urge créatif, c'est-à-dire pas de créativité, une sensation de non-vie, tous les moteurs éteints, le non-faire. En tant que non-sacral, le non-faire c'est affreux, quand on est dans le conditionnement sacral, imbibé jusqu'à l'os là. Et ce truc où, en plus, là je vais aller en parler après, d'être complètement à contre-courant du monde, d'être même pas forcément comme intégré, on est, tu vois, dans notre petite barque à côté d'un courant mondial qui fonctionne tout seul et qui s'excite tout seul là, et nous on est dans la petite barque à côté, puis on est au ralenti et on voit toutes les choses se faire et se dire mais je suis pas dedans. Et ça, viscéralement je trouve, je le vis personnellement, et je pense que j'étais vraiment là-dedans avant de tomber dedans de manière forcée, c'est hyper angoissant d'un point de vue bête humaine, tu vois, de te sentir vraiment en dehors du flot, déjà que on est suffisamment bizarre dans notre fonctionnement pour le monde, c'est encore plus validé par le design humain, et par-dessus on a un cycle de repos qui nous impose un repos qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, c'est hyper challengeant. Mais vraiment, vraiment, moi je pense que j'ai encore de la résistance à plonger vraiment dedans, sauf là depuis peut-être quelques jours. Et ça fait du bien, en vrai ça fait du bien. Mais waouh, les résistances qu'on peut avoir dans ce cycle de repos, mais on va aller le voir un petit peu plus en détail ensuite. Donc voilà, pour replacer aussi le contexte du manifesteur, et il n'y a pas énormément de contenu par rapport à ce cycle de repos. Bref, anyway. Donc, je vais reprendre mes petites notes, parce que j'avais tout bien sectorisé. Alors, là je vais dresser ce que j'ai moi-même ressenti depuis donc plusieurs semaines. La liste n'est absolument pas exhaustive. Il peut y avoir tout plein d'autres manifestations, tout plein d'autres signes, j'imagine, chez les manifesteurs. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Alors, on parle... Quand on se déconditionne par le design humain, on dit souvent par rapport aux manifesteurs que, vu qu'on a été dans le flot du sacral, qu'on a été dans la résistance et dans l'hyperfaire, vu qu'on est des non-sacros ici, qu'on a amplifié cette énergie sacrale pendant des années, il est possible que dans le déconditionnement, on entre dans un cycle de repos qui peut durer plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et ça, pareil, on n'a pas du tout envie, je pense, d'y plonger. Donc après, le cycle de repos n'est pas l'arrêt total et absolu. Ça peut être un cycle beaucoup plus ralenti avec quelques petits pics de temps en temps, de urge créative, de passage à l'action, inspiré. Mais c'est pas non plus, il se passe strictement rien. Ça peut, mais il n'y a pas de normes en la matière. Donc, parmi les symptômes, les effets qu'il y a eu, pour moi, ça a été un des signes, je pense, un des signes précurseurs, et je vais m'y atteler davantage à partir de maintenant parce que je le repère mieux. La sensation que je n'arrive plus à réfléchir. Du tout. Et des mots sortent automatiquement dans ce vocabulaire, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si mon activité cérébrale avait été ralentie. Donc ça, on va dire, c'est depuis mars, mi-février, que ça s'est accentué. En sachant que j'ai démarré l'année, fin décembre jusqu'à fin janvier, dans une énergie de feu, de fou furieux. De fou furieux. J'ai jamais été autant exaltée, je crois, pendant aussi longtemps. Et c'est redescendu petit à petit après. Donc vers mi-février, vraiment cette sensation de plus en plus que je n'arrivais plus à réfléchir. J'avais du mal à faire des liens, j'avais du mal à maintenir, tu sais, une pensée sur plusieurs rebonds, tu vois. Il y avait une pensée, puis boum, ça s'arrêtait. Des pensées beaucoup plus
pas limité, mais ouais, qui arrivaient plus trop à suivre leur cours, quoi. Et vraiment aussi cette verbalisation de j'arrive plus à réfléchir, je suis en mode automatique, je n'arrive plus à réfléchir. C'était plus fort que moi. Et même des fois avant que je le conscientise complètement, hein. Clairement. Donc vraiment, c'était comme si mon cerveau n'avait littéralement ni l'énergie, ni l'envie, ni le sens de réfléchir à des choses qui me semblent inutiles. Alors, déjà que je pense que ça s'entend, et pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime pas trop tourner autour du pot. En fait, j'ai pas l'énergie de tourner autour du pot, je suis désolée, j'ai pas l'endurance pour, hein. J'ai pas mon moteur sacral allumé. C'est une blague. Mais encore plus là, il faut vraiment encore, j'y suis encore dedans et ça se ressent énormément dans mes écrits aussi, dans mon entourage, que ça aille très 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 droit au but. Voilà, c'est pas de oui, ça va et tout, machin. Non, non, vas-y, dis-moi ce que tu veux parce que on va pas s'énerver. Là, il y avait vraiment comme c'est hyper pénible ce truc-là. Quand on a un cerveau qui fonctionne beaucoup et qui aime beaucoup tergiverser sur des questions existentielles, c'est super frustrant. Des fois, de aller droit au but, en plus, selon l'environnement social, on peut se dire oula, ben en plus elle est pas aimable. Hein. C'est juste que on n'a pas le temps de déblatérer autour de choses qui sont inutiles et qui ne sont même pas des problèmes. Tu vois, des fois c'est juste le plaisir de s'entendre parler, mais non, c'est même pas un problème. Donc il y avait vraiment ce côté-là au niveau mental, cérébral, une vraie fatigue mentale. Vraiment. Aucune énergie pour aller dans des choses qui ne font pas sens, où il y a une solution, où il n'y a pas de problème. Tu vois, il y avait vraiment ça. Et vraiment, ouais, un suivi mental, un enchaînement de pensées qui était assez limité. Limité parce que fatigué et aucun sens à donner autant de légitimité à ce genre de suivi mental. Tu vois, donc vraiment une fatigue mentale assez tapée. Des moteurs éteints. Alors ça. Alors en tant que manifesteur, on peut avoir 3 moteurs activés. On peut avoir le centre racine, le centre du plexus solaire et le centre du cœur égo. En fonction de vos designs respectifs. Moi, j'ai le cœur égo et j'ai le plexus solaire activé. Et pas trop mal activé, surtout dans le cœur égo. Et ça, littéralement, de sentir ces moteurs éteints, c'est assez perturbant. Donc je sais pas comment les cœurs égo non définis font, vraiment big up à vous, s'il y en a qui écoutent. Mais quand on a le moteur de la volonté qui s'éteint, ah ben ça se sent, hein. Et chez soi, et les autres, ils le voient très 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 bien aussi. Donc c'est vrai que ça a été un état où il était très difficile de ressentir l'élan émotionnel et l'envie. En fait, il n'y en avait même pas. C'était comme si, vous savez, on appuie sur le moteur, le démarreur, et le moteur il tourne et il démarre pas. Vraiment. C'est en mode coucou, tu es là? Eh ben non. Et l'autre? Eh ben non, il prend même pas le relais. Et ça, waouh. C'est vraiment cette sensation que y a rien qui se met en route. Rien. Rien. Et genre le truc qui se met en route, important quoi. Tu vois, après on est en mode automatique, je me lève, je vais faire mon travail corporatif, je vais manger, oui voilà, on est en mode automatique, on se lève quand même, on se met quand même en mouvement. Mais dans l'application et dans la manifestation de certaines choses, waouh, les moteurs ils sont bien éteints et en plus on sent quand on commence à affiner un peu cette sensibilité que si eux ils sont pas là, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que, donc à partir de février, peut-être un peu plus tard, j'ai vraiment ralenti mon apparition sur les réseaux parce que les moteurs étaient pas là. Et c'est bien un truc que j'ai appris dans mon business, et c'est ce que j'apprends aussi à mes clients qui prennent le mentorat, c'est que s'ils sont émotionnels, s'il n'y a pas l'humeur, s'il n'y a pas l'émotion, s'il n'y a pas l'élan, l'enthousiasme de l'humeur, ça sert à rien d'y aller. On peut poster, on peut repartager, on peut écrire, mais apparaître, ça se sent très fort. Donc,
ce que j'enseigne, je l'applique aussi. Donc c'est vrai que j'ai moins apparu, c'est ça? Je suis moins. Oh là là. Mon apparition était plus rare, parce que ces moteurs n'étaient plus là. Et des vagues émotionnelles qui avaient l'amplitude d'un lac et plus d'un océan, et faire face à des vagues me demande un énorme effort. Alors que je sais et je sens aussi que j'ai une charge émotionnelle très forte actuellement qu'il convient de digérer et sortir progressivement. Je lis ma note et après, je déploie. Donc c'est vrai que par-dessus ça, ces moteurs, c'était comme si, vu que mon moteur émotionnel, il est vraiment éteint, épuisé, essoré, je sentais mes vagues émotionnelles qui avaient l'amplitude de vagues de lac, et que quand il y avait une plus grosse vague émotionnelle qui arrivait, forcément avec tous les deuils, toutes les fins de relations que j'ai enfermées à l'intérieur de moi, enfin toutes ces émotions que j'ai mis du temps à processer, de vivre une grosse vague, un pop comme une bulle qui remontait à la surface de ces vagues émotionnelles, ça demandait énormément, énormément d'énergie. En fait, c'est comme si tout mon corps était en hivernage et chaque effort que je pouvais faire quand mes moteurs étaient activés de manière assez rapide, parce que moi jusqu'à maintenant j'avais une digestion des émotions quand même assez rapide par rapport à avant. Là ça prend un temps fou. Ça me prend un temps fou. En plus de ça, plus on résiste, plus ça dure, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, c'est vrai, des amplitudes de vagues globales, régulières, un peu plus basses, mais quand une grosse émotion remonte, alors là, puis c'est drama sur drama. En plus, moi je suis très 37-40, donc on est bien drama aussi là-dedans, avec le tribal. Donc ça prenait vraiment une ampleur énorme. Énorme. Du moins, c'était même pas des contrariétés, parce que les contrariétés, avec le dorsal, je m'y étais bien occultée, imperméabilisée. Mais quand mes émotions, moi, remontaient, wow, c'était compliqué. Et elles attendent que ça remonte. Sauf que, bref, résistance, blocage, ça remonte, c'est encore plus violent, c'est encore plus intense à gérer, c'est encore plus long. Bon, un peu un cercle vicieux, mais dont on sort quand on a conscience. Hein. Ça, heureusement. Heureusement, Dieu merci qu'il y a la conscience, parce que sinon ça serait compliqué. Donc voilà, un vécu en tant qu'émotionnel, hein, je précise. Après, il y aura peut-être des spléniques et des égos qui vont écouter, mais ça pourra peut-être prendre des formes différentes chez vous. Mais en tant qu'émotionnel, voilà, des vagues beaucoup moins intenses. Et cette affreuse aussi sensation, mais je pense que je vais le développer plus tard, d'être détaché de mes émotions. Mais ça, c'est vraiment le dorsal qui fait ça. De plus rien ressentir. Et ça, quand j'ai senti ça, c'était assez récent, il y a 3 semaines à moi, je me suis dit, là, il y a un vrai problème. Parce que jusqu'à il y a 3 semaines à moi, je sentais encore mes émotions, mais ça continuait à s'enfoncer. Et quand j'ai plus ressenti mes émotions, que j'arrivais plus à pleurer ni quoi, je me suis dit, pas bon. Pas bon du tout, là. faut faire un truc. Ça n'allait pas. Ensuite, en autre symptôme, une phase de digestion des informations qui pouvait être différente. Alors, moi, je suis définition simple dans mon design, donc en général, la digestion de l'information chez les définitions simples, elle est assez rapide. Peut-être plus rapide que chez les définitions double, triple et quadruple, et c'est ni mieux ni moins bien, c'est comme ça. Mais alors là, la phase de digestion des informations, c'était long. Alors, c'était couplé aussi, forcément, à l'énorme fatigue mentale que j'avais. Parce que moi, j'ai un cerveau qui fonctionne très très vite. Je suis PLR, DLR, en plus en variable, donc mon cerveau et mon intérieur, il est bien rapide, et mon corps, il est très très passif. Je suis gauche et droite. Donc je sais que j'ai un cerveau qui fonctionne, qui carbure en temps normal. Et là, mon pote, oh là là, j'étais... Oh, au ralenti. Oh, c'est pénible, de fou furieux. Oh là là. Donc c'était principalement des ordres, dans mon cas, précis ici, d'ordre émotionnel, consécutif au contexte que je t'ai énoncé plus tôt, tu vois. Il y a eu aussi mon envie qui a été touchée, parce que en début d'année, comme je t'ai dit, j'ai commencé vraiment avec une énergie de feu, de fou furieux. Encore une fois, comme rarement j'ai été touchée par, j'ai vraiment eu l'élan et la
conviction absolue et totale, urge créatif. Pour moi, c'était un gros urge créatif avant de plonger dans la digestion de tout ça. Ou du moins une inspiration d'urge avant de passer à l'action pour nettoyer le tout, que le terrain soit correct. Voilà. Vraiment cette sensation que je veux créer un mouvement. Voilà. Dans mon activité, je veux créer un mouvement. J'ai les outils pour, j'ai l'expérience, j'ai poncé tout ça, je vis en fait ce que j'enseigne, donc ça a été très très fort pour moi. Vraiment l'envie de créer un mouvement. Tu sais, un peu ce que les Canadiennes, tu sais, les anglo-saxons, ils balancent. Moi, ça m'a tellement inspiré en début d'année. Donc je sais que c'est là. Ça m'a demandé un changement de positionnement que j'ai travaillé moi perso, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai été moins présente sur les réseaux. C'est parce que je me suis beaucoup focalisée sur ça. Comment je me présentais, etc. On sous-estime un petit peu le travail et le poids des challenges et du changement de pattern que ça peut impliquer chez certaines personnes. Alors il y en a d'autres qui le font comme ça, pour qui c'est très facile, et d'autres qui, un peu comme moi, qui ont besoin de digérer les choses par-dessus avec d'autres éléments qui aspirent mon énergie vitale. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a eu ce changement de positionnement qui m'a fait bouger effectivement pas mal de patterns, qui m'ont amené beaucoup de nouvelles informations, qui m'ont allumé très fort, mais qui m'ont en contrepartie comme mis dans un état de figement, qu'on va aller voir après. Donc, des informations digérées, mais waouh, tu vois, c'est comme s'il y avait une grosse information. Ok, ça me fait tellement bouger de lignes à l'intérieur de moi, dans un état de fatigue déjà assez avancé, mais je m'en suis pas rendu compte, que voilà, c'est comme si je digérais millimètre par millimètre, jour après jour. Méga chiant, tu vois. Donc ça, et il y avait vraiment ce besoin de bouger des lignes en profondeur. Pour moi, c'est limite au niveau de l'ADN. Et j'aime de toute façon travailler comme ça. J'aime travailler au niveau de l'ADN, j'aime travailler mes croyances, mes pensées, d'intégrer des changements à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis venue. Je le sais, je le sens, et j'aime ça, cette sensation d'évolution, de mouvement permanent. Mais là, le contexte était un peu particulier. Ça s'est pas passé comme je voulais, comme je pensais. Donc ça m'a demandé énormément d'énergie à mobiliser, dans un système qui était déjà en train de se mettre en hivernage. Donc, ça aussi, ça peut être un symptôme, une phase de digestion d'informations beaucoup plus longue. Là où on a peut-être l'habitude de fuser en tant que manifesteur, là où on aurait peut-être mis une semaine à gérer le truc, ou même moins, ça prend 3, 4, 5, 6 semaines, même plus peut-être. Oh, méga long. Trop chiant. Donc c'est possible que, vu que tout est au ralenti, ça se manifeste sous des symptômes de ce style-là. De prendre beaucoup plus le temps, de considérer, si on est ajna non défini, de prendre le temps de voir tous les angles de vue différents, d'observer une situation sous plusieurs prismes de perception, plusieurs conceptions, voilà, ça prend du temps. Un des autres symptômes, là on est vraiment sur le physique, alors pour moi un appétit diminué. Vraiment. Alors j'ai l'impression que on subit tous des changements à des échelles différentes dans le collectif, et l'alimentation, elle a l'air de toucher pas mal de personnes. Je sais pas si ça fera sens pour certains d'entre vous, mais j'ai même des personnes autour de moi qui vivent pas spécialement les mêmes choses que moi du tout, mais qui sont touchées par des impératifs à changer l'alimentation. Peut-être moins de sucre, peut-être moins de gluten, moins de lactose, moins de fat, moins de friture, etc. Enfin, un changement dans l'alimentation, peu importe lequel c'est, au final. Mais un changement. Et pour moi, ça a été vraiment un appétit diminué. Alors que, God knows à quel point je bouffe. Je fais 1m78, faut nourrir la carcasse. Et pour moi, le jeûne, c'est pas bon du tout. J'ai vraiment une sensation de peur de manquer dès que je suis dans le jeûne, ou dès que je me restreins mentalement à me dire oui, il faut que je perde du poids, je me restreins. Là, c'est extrêmement stressant pour mon corps, donc je le fais pas. Mais là, spontanément, mon appétit a beaucoup diminué. Donc comme un corps qui rentre en hibernage, vraiment, littéralement, sur tous les plans, énergétiques, mental, tout. Là, c'est même plus sur un repos, parce qu'il y a 7 formes de repos dont on peut parler de manière globale, mais là, je les avais un peu tous en même temps. Donc, je mange moins tout en me dépensant plus. Alors, en fonction de mon état au jour le jour, parce que même quand je mets, vas-y, je vais à la salle tous les jours, même qu'1 heure, parce que jusqu'à maintenant, je faisais des entraînements de 2 heures. À chaque fois, j'aime bien rester longtemps à la salle.
Là, c'est au jour le jour, c'est en fonction de mon état, littéralement. Alors les deux peuvent être conjugués. Si je mange moins, j'ai moins de carburant pour. Mais même si je mangeais plus, si j'ai pas de carburant pour aller faire du sport, j'en ai pas. Aussi une alimentation beaucoup moins sucrée. Beaucoup moins sucrée. Alors, j'ai déjà beaucoup, là c'est d'un point de vue, on va dire, hygiène alimentaire, j'ai beaucoup limité et réduit tout ce qui est apport de sucre depuis quelques années, donc je suis beaucoup plus désintoxiquée du sucre qu'avant. Mais là, encore moins. Là, encore moins. Genre, j'avais l'habitude de faire des desserts un peu bizarres, là, parce que j'aime trop en tant que ligne droite. C'était des choses. Crème de pois chiche au chocolat, crème de coco au chocolat, mais sans rajouter de sucre, juste avec le sucre du chocolat pâtissier. Et ben même là, j'ai plus envie du tout. Vraiment. J'ai beaucoup plus d'appétence pour du salé en ce moment. Donc beaucoup moins sucré, beaucoup moins d'envie de fat. Bon, ça dépend un peu des périodes et du temps aussi, c'est un peu météo dépendant pour moi. Beaucoup plus besoin de protéines et de salé. Donc ça, c'était déjà une hygiène alimentaire que j'avais avant, mais là, ça s'est majoré énormément. Et je suis même pas à 3 repas par jour. Le matin, souvent, je me force à manger parce que j'ai pas faim du tout. Enfin, j'ai un rythme de nuit aussi, en parallèle. Sinon, c'est pas drôle. J'ai un rythme d'infirmière de nuit, donc mon... mes heures de repas sont très changeantes, en fait, par rapport aux classiques 8, 12, 20. Je suis pas du tout sur des horaires comme ça. Donc par-dessus tout ça, ça s'est rajouté. Donc l'appétit, effectivement, peut changer. Les appétences alimentaires peuvent changer. Les besoins, peut-être que certains vous aurez besoin de jus, de cru, d'extracteurs de jus. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Ça peut du moins se manifester de cette manière. Ça peut être un symptôme, un signe aussi. Une fatigue permanente. Je parle physiquement. Avec un corps qui est vite épuisé, un ressourcement énorme, une fatigue mentale et physique. La fatigue mentale, je l'ai déjà évoqué, mais alors là, une fatigue physique, mon pote, t'as peur. Un sommeil, alors ça, c'est énormément par phase aussi. Un sommeil qui est pas terrible. Moi, j'ai un sommeil claqué depuis mon adolescence, donc j'ai une dette de sommeil qui doit se chiffrer en mois, voire en années. Voilà, qui est amplifiée avec mon rythme de nuit, évidemment, mais vraiment une grosse fatigue physique. Alors moi, je suis quelqu'un avec le rythme de nuit, je dors pas beaucoup. Pas assez. Mais malgré tout, voilà comment s'est dessinée ma vie depuis 2023. J'avais un rythme de nuit. Toute l'année 2024, j'ai fait ça et jusqu'en début 2025. Même les lendemains de nuit où je travaillais, je me mettais disponible pour des rendez-vous clients l'après-midi, à partir de 15h. Ce qui fait que même si j'avais pas du tout dormi de la nuit, c'est un endroit où on peut somnoler, parce que je travaille en réanimation, on peut somnoler de temps en temps. Je dormais de 8h30 à 14h30, ce qui est largement pas assez, surtout si on a une nuit où on a cavalé comme des fous pendant 12 heures. Et par-dessus, je me mettais des disponibilités. C'est pour ça que depuis le début de l'année 2025, j'ai drastiquement réduit mes disponibilités. Alors c'est un peu embêtant pour mes clients, je sais, mais je peux, en ayant réduit drastiquement, en rajouter des créneaux. C'est fait volontairement. Mais là, j'ai arrêté, parce que toute l'année 2024, je prenais des clients les lendemains de nuit où je travaillais. Et je repartais souvent travailler le soir, pendant 1, 2, 3, des fois 4 nuits. Normal. C'était évident pour moi. Et là, ben voilà, j'ai arrêté cette année. J'ai réduit de moitié, je crois, toutes mes disponibilités. Parce que c'est plus possible. Donc, encore une fois, j'ai pas mal tiré sur la corde. Donc un corps qui est vite épuisé, qui a beaucoup moins d'endurance. Alors ça, pour moi, je le mets aussi dans une partie du déconditionnement du manifesteur, de sortir du conditionnement sacral. J'avais fait un podcast avec Sarah, il me semble, sur le conditionnement sacral, pour ceux que ça intéresse. Vous irez le voir. Mais en tant que non sacral, en vivant dans l'impératif de faire, et si on ne fait pas, on n'est rien, pour tout le monde, mais encore plus pour nous, pour moi, c'est un des conditionnements les plus lourds que j'ai eu à expérimenter cette dernière année et demie. D'accepter de ne pas faire et d'être dans l'être plutôt que dans l'hyperfaire, qu'on va suramplifier en tant que non sacral. Ça a été pour moi un des conditionnements les plus lourds à faire.
à travailler. Et là, j'ai été confrontée de pleine face à ça et une fatigue qui m'a rejointe. Donc là où jusqu'à maintenant je ne faisais pas de sieste, ça fait des années que je ne fais pas de sieste, sauf cas extrême. Et là, je recommence à en faire, et des siestes pas de 20 minutes. Hein. Pour moi, une sieste de 20 minutes, c'est un truc de grosse tarlouse. Hein. Non, c'est des siestes de 2 heures. Là, même aujourd'hui, j'ai fait une sieste de 2 heures avant d'enregistrer ce podcast. Et j'ai eu l'élan après de le faire. Donc, voilà, une fatigue permanente aussi, ou beaucoup plus rapidement atteinte. Si vous avez un tempérament déjà où vous écoutez en tant que manifesteur, où vous écoutez vos phases de fatigue, franchement, tant mieux. Mais peut-être un état physique où vous éteignez beaucoup plus rapidement vos limites. C'est possible que ça se manifeste de cette manière. Une jauge sociale épuisée. Alors ça, pétard de bonsoir, qu'est-ce que c'est pénible aussi. Donc repos social aussi. Je pense qu'on va toucher quasiment toutes les formes de repos ici. Pour moi, ça c'est un énorme indicateur. Et quand je dis que mon corps se ferme, sans que je le contrôle, c'est vraiment, vraiment, vraiment littéralement ça. Pour moi, je peux pas l'expliquer autrement que ma jauge sociale, elle est épuisée. Donc déjà que j'ai besoin, avec ma fatigue mentale, d'aller très, très, très droit au but et que j'ai pas le temps de tourner autour du pot pendant 1000 ans. Mais en plus de ça, les gens qui veulent juste s'écouter parler, c'est pas possible, tu vois. Donc, mais ça va. C'est vrai que j'ai un environnement et un entourage qui est extrêmement compréhensif. Alors peut-être que j'utilise de mieux en mieux ma stratégie d'informer en tant que manifesteur. Et je pense qu'indirectement, je reçois des validations dans ce sens-là. C'est que je préviens. Écoute, tu sais, là, je l'ai dit plusieurs fois, ma jauge sociale est épuisée. Donc c'est pas que je ne veux pas te parler, c'est que j'ai pas le carburant pour qu'on parle pendant des heures. Le nombre de personnes qui ont cherché à m'appeler, non, j'ai pas l'énergie pour répondre au téléphone. Répondre au téléphone, alors déjà pour moi, quand je me suis découvert manifesteur, j'ai beaucoup moins culpabilisé d'être beaucoup moins téléphone addict. Et j'ai jamais été trop appel. Moi, je suis très vocal et texto. Enfin, et message. Vocal surtout. Parce qu'il se passe, pour moi, dans ma voix, il se passe beaucoup plus de choses dans les vocaux que dans les messages écrits. Mais j'ai beaucoup ralenti les appels téléphoniques depuis des années. Sauf en fin d'année 2024 où là j'ai eu beaucoup plus de contacts avec certaines personnes et qui m'a amené à avoir beaucoup plus de temps au téléphone. Et ça fait perdre un temps fou de vie, ça. Les gens qui passent leur vie au téléphone, je sais pas comment vous faites, vous perdez un temps de vie de fou. Vraiment. C'est un non-sens pour moi. Anyway, donc déjà j'avais beaucoup moins d'appels téléphoniques depuis. Mais là encore plus. Là, c'est vraiment... Même mes parents, je leur réponds pas. Enfin, si, maintenant je fais un peu plus parce que on est plus proches, mais je réponds à personne. Mon meilleur ami, mes parents, non. Non. J'ai pas le temps et l'énergie pour passer une vie au téléphone. Mais vraiment, ouais, voilà, même dans mes festivals de danse, parce que je suis danseuse et je fais encore régulièrement des festivals, heureusement, ça me fait tenir mon lien social, sinon je n'en aurais pas. Mais même ça, là où je passais de 23h à 5h du matin, sans arrêt en train de danser, sans arrêt en train de chercher la connexion, la danse, là je fais des beaucoup plus longues pauses. Je m'arrête pour regarder les gens, pour m'inspirer, pour la créativité. Et je dis gentiment, là je fais une pause, merci, je reviendrai après, et je le fais. Mais je m'autorise beaucoup plus de pauses, et même là, dans les derniers festivals que j'ai fait, souvent on partage des chambres avec d'autres personnes pour limiter les frais. Et je partage pas du tout ma chambre avec n'importe qui. Moi, j'ai un critère de sélection, c'est drastique. C'est si tu ne respectes pas mon sommeil, si tu viens boire dans ma chambre, si tu viens inviter des gens, je suis pas la bonne personne pour toi. Moi, dans ma chambre, je passe du temps seul, en silence, je m'étire, je dors, je fais des siestes, je me régule autrement dans mon système nerveux. Mais c'est un espace safe. Après, je suis dans un milieu où, voilà, c'est on va boire, on va faire des before, on va faire des after dans les chambres des uns des autres. Moi, c'est non négociable. Ça n'entre même pas sur le tapis de jeu. Donc voilà, ma jauge sociale, je sais qu'elle est épuisée, mais au boulot aussi, enfin quand je suis sur mon lieu de travail,
Eh, les gens, ils savent qu'il faut pas me parler. Selon la tête que je fais quand j'arrive, tout le monde sait. J'ai même pas besoin de le dire. Alors ça, c'est bien un truc que je remercie dans ma vie, c'est d'avoir fait du théâtre et je crois d'avoir un langage corporel et d'avoir fait 25 ans d'équitation et d'avoir un langage corporel qui est extrêmement parlant. Moi, en général, j'ai pas besoin de dire dans quel état je suis, ça se lit sur ma gueule et les gens comprennent. Ça, pour le coup, si je suis très heureuse d'avoir quelque chose dans ma vie, c'est que voilà, mon langage non verbal parle pour moi. Et si j'ai pas envie de parler, et la vérité, il y a personne qui va me faire chier. J'ai des personnes autour de moi qui aussi disent oui, moi je comprends pas, je suis pas forcément très ouverte, mais on vient m'embêter, on vient me dire pourquoi. Et moi, jamais. De toute façon, essaye seulement. Et mon regard, il va te flinguer. Tu vas repartir tout aussi vite que tu es arrivé. Donc, une jauge sociale qui est épuisée, beaucoup moins de temps, beaucoup moins de disponibilité pour les autres. Et un corps qui se ferme. Mais vraiment, vraiment littéralement. Et ça, peut-être qu'il y a certains manifesteurs qui vont se reconnaître dedans, mais en plus, moi j'ai la 59. Hein. Donc, quand le corps se ferme, le corps se ferme. Et combien de fois dans ma vie, combien de fois mon corps s'est fermé et a commencé à se rétracter à l'interaction sociale que mon mental il voulait pas. Et on me dit mais pourquoi on a envie de connecter mentalement parlant, intellectuellement parlant, c'est bien de parler aux gens et tout. Et ben là le corps ne suit pas. Ah alors un corps de manifesteur, parce que je suis manifesteur dans mon corps aussi, hein, pas du tout dans mon schéma conscient mais dans mon schéma inconscient. Voilà, tout est inconscient et dans mon corps, manifesteur dans mon corps. Porte 59, 22 en soleil conscient. Alors s'il n'y a pas l'humeur, laisse tomber. Oh là 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 là, Jesus. Anyway, repos social. Autre point, gérer la peur du rien, de l'absence du faire. Et alors ça, je l'ai évoqué un peu au début. Mais alors la peur du rien et de l'absence de faire chez le manifesteur qui est programmé dans ses cellules pour lancer des choses, pour manifester, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez faramineux. Moi, pour le coup, je me mets complètement dedans. Hein. Je vais pas te mentir. Puis en plus, entrepreneur sur le réseau depuis, je crois que ça fait 10 ans que je fais des trucs, créer du contenu, des articles de blog, des vidéos YouTube, des textes, des podcasts, des vidéos, des écrits, tous les formats. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans, que j'en fais du coup. Alors j'aime ça, hein, j'adore ça. La preuve, sinon je serais pas là. Mais d'un coup se dire, on n'a plus l'énergie de rien faire. Ah, Jesus. Donc ici, ça nous confronte directement au pattern du faire absolument de notre société, le canon du sacral. Ah, hyper étouffant. Et aussi de celle du toujours plus, très usante pour notre système de manifesteur, sans compter notre système nerveux. Et on va basculer tranquillement après sur le système nerveux. Cependant, il me semble que c'est dans ces méandres et ces tréfonds quand on perd le sens que celui-ci se redessine et qu'une épiphanie revient à la surface. Bon, alors ça, c'est très mon fonctionnement de moi. Enfin, je sais pas comment vous réagissez vous, mais moi, c'est souvent dans mes vagues émotionnelles les plus dark que j'ai des épiphanies. À chaque fois qu'il y a une renaissance. Voilà, c'est un petit peu le phénix. Je pense pour beaucoup de personnes, il n'y a pas que le manifesteur, mais moi en tout cas je fonctionne comme ça. Bon après j'ai la 22 en soleil conscient, individuel, non-sens au niveau émotionnel, on est bien là-dedans quoi. Et là, je me suis aussi confrontée en début d'année, parce que je l'avais évoqué un petit peu avant, je me suis pas mal rapprochée de certaines Canadiennes. J'aime énormément l'état d'esprit anglo-saxon en ce qui concerne le business. J'adore, voilà. Parce que je trouve que le français est claqué au sol. L'européen est claqué au sol au niveau business. Parce qu'en plus de ça, on a un gros conflit avec l'argent. Donc si on veut gagner de l'argent déjà, on est en mode « Ah, quoi ?» Si en plus on est une femme par-dessus, pire. On va pas rentrer dans tous les autres débats parce que c'est pas le sujet ici. Mais le fait de vouloir gagner de l'argent et de vouloir vivre de son activité dans sa zone de génie, c'est pas encore très démocratisé en France, alors que au Canada, c'est une évidence. Ah, c'est pour ça que je me suis rapprochée un peu de ces mentalités-là parce que ça m'a fait du bien. Voilà. Mais là aussi, je me suis confrontée à quelque chose qui, moi, dans mon système, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, ou du moins pas avec autant d'endurance.
C'est le toujours plus. Tu vois, ce truc de, voilà, je suis à 10K par mois maintenant, et puis c'est en automatique, et puis le mois prochain encore plus, et puis le mois prochain encore plus. Tu vois, le truc toujours plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a excitée au début, et j'ai eu besoin de l'expérimenter un peu, pour voir que ça ne me convenait pas forcément sous cet angle-là. C'est que le jour où tu fais un peu moins, tout ton système s'écroule et tu vrilles mentalement. Et moi, j'ai pas du tout envie d'arriver à ça, tu vois. J'ai jamais eu envie d'arriver à ça. Oui, clairement, on va pas se mentir, j'ai envie de gagner de l'argent. Voilà, j'ai 21,45 ici, donc les gens que ça trigue, bonne chance, allez voir pourquoi. Donc oui, clairement, j'ai envie de gagner de l'argent. Je sais que j'ai une zone de génie que je suis en train de clarifier au fur et à mesure. Je sais que j'ai quelque chose à amener, que je suis là pour aider les autres, que j'en ai marre de le faire en tant qu'infirmière, donc il va bien falloir que ça se fasse autrement. Et voilà, moi, 2000 balles par mois, donc clairement, ça va pas me suffire. Je le sais, et c'est très ok pour moi. Mais j'ai envie d'apporter beaucoup de valeur aussi par-dessus. Mais j'ai pas envie de tomber dans la course inverse. Il y en a déjà suffisamment de courses que moi, je suis pas sacrale. Tu vois, moi, je suis pas générateur manifesteur à pouvoir faire tout ça. Et les influences que j'ai eues, c'était, alors c'est pas du tout pour les casser, mais c'était des GM extrêmement passionnés et qui ont l'énergie pour ça. Qui l'ont. Moi, je l'ai pas. Je peux pas les mimer. J'ai essayé, mais je peux pas. Donc, gérer cette peur du rien et l'absence du faire, c'est très dur. Et même là, quand j'enregistre ce podcast, je suis en train de faire quelque chose. Tu vois? Ça me pousse au cul depuis un petit moment. Pour moi, c'est très dur de rien faire pendant plusieurs jours. C'est dur. Il y a encore ce pattern-là qui me colle au cul. C'est clair. C'est clair. Et je sais que je suis un peu dans cette phase pour le décrotter un peu, de m'en détacher un peu. Mais est-ce que je te dis que j'ai fini? Non, j'ai pas fini, non. C'est en cours de process, ça c'est sûr. Mais pour moi, je trouve que gérer cette peur du rien, cette absence de faire, c'est extrêmement challengeant, vraiment pour le manifesteur, dans cette phase de repos. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'évite. Parce qu'on sait très bien que on a une énergie précieuse, rare, limitée. Et c'est comme, enfin pour moi, je l'ai vraiment ressenti comme de la non-vie. À certains moments, de la non-vie, des moteurs qui sont pas allumés, c'est oh. Et on n'a pas le sacral qui est tout activé, non hein. Ah, quand il y a que dalle. Oh, surtout quand t'es un peu isolé, que t'es un peu dans ton isolement social parce que ça te fait du bien, tu vois. Dur, dur. Ensuite, la flagrance de la différence entre l'indisponibilité totale sur tous les plans / état dorsal et quand celui-ci s'estompe pour laisser place à une ouverture aurique / état ventral. Énorme ressenti au niveau énergétique et physique pour ma part. Là, je parle peut-être en javanais ou en chinois pour certains. Je vous invite, pour ceux à qui ça ne parle pas, de vous renseigner sur la régulation du système nerveux. Je vais faire extrêmement simple parce que ce n'est pas le sujet ici du podcast. On a tous un système nerveux qui est notre système d'alarme incendie dans le corps. Tous. Chaque être vivant sur Terre, il a un système nerveux. Et le mal du siècle, c'est qu'on est souvent coincé dans des états qui sont usants et qui ne sont pas optimaux pour notre manifestation, pour vivre notre vie en pleine conscience, dans un état bien, serein, connecté aux autres. La plupart d'entre nous, quand on n'a pas conscience de ça, pour ceux qui ont du mal à réguler leur système nerveux ou qui ont un système nerveux fatigué, comme 95% des gens, je pense, on oscille entre soit état de survie, combat-fuite, activation sympathique, donc l'état hypervigilance, stress, hormones de stress, etc. au taquet, ou état dorsal, repos-digestion / faire le mort. Déconnexion, isolement, comment s'appelle le terme, je l'ai perdu. Dissociation, etc., etc. Déconnecter ses émotions, déconnecter du corps, déconnecter des sensations. Je n'entre pas dans les subtilités qu'on peut être un peu les deux, qu'on peut osciller entre l'un et l'autre rapidement, etc., etc. Là, c'est tout un sujet de programme qui pourrait durer des heures et des heures et des heures. Si tu ne vois pas ce que c'est, j'ai un programme qui en parle. Donc, réguler son système nerveux grâce au design humain. Mais pour ça, il faut avoir déjà un peu des connaissances dans la régulation du système nerveux, un minimum, sinon je reprends les bases. Donc c'est tout un programme que j'ai fait, qui est disponible.
Ou sinon, je t'invite à te diriger vers Véronique Desnoyers, qui a fait un excellent programme sur ça, qui est salvateur pour énormément de gens. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller explorer ce côté-là. Néanmoins, quand je parlais d'état dorsal, je me suis rendu compte, et je suis tombée des nues, vraiment, quand je m'en suis rendu compte, que je n'étais pas tant activée dans un état de survie, un petit peu, si, parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement stressant et d'extrêmement activateur pour moi par rapport à cette histoire principalement immobilière, en toile de fond depuis 6 ans et demi, mais que j'étais surtout tombée dans un gros état dorsal. Mais gros état dorsal, et alors ça, quand j'ai commencé justement à faire des exercices de régulation pour le dorsal, eh ben j'ai pas fait la maline. J'ai pas fait la maline du tout. Mais c'est quand je me suis rendu compte, justement, quand je l'ai évoqué plus haut, que j'avais du mal à ressentir mes émotions, ne serait-ce qu'à pleurer, que je me suis dit là, il y a un petit souci. Et ben en fait, c'était un bon état dorsal bien carabiné qui était déjà installé et duquel je suis encore et que j'ai du mal à sortir. Alors, du mal à sortir, non, ça se fait progressivement parce que ben justement, je suis bien guidée. Véronique, elle a refait son programme qui est absolument exceptionnel. Donc, et c'est grâce à son programme que le fait de l'avoir refait et de l'avoir, c'est vraiment tombé à pic. À chaque fois, moi, j'ai des trucs au niveau de la vie, des synchronicités qui sont incroyables, que j'ai compris que j'étais en dorsale et que ben je devais changer mes exercices aussi pour me réapproprier mon corps, et que ben depuis que je commence à sortir du dorsal, et j'ai plein de pop-up émotionnels qui remontent, super dark. Voilà, parce que quand on est en dorsal, quand on est en état de faire le mort, on est en état de léthargie, littéralement. On est dépossédé de son corps, entre autres, il n'y a pas que ça. Mais on est déconnecté de ses émotions, déconnecté de sa vie, déconnecté de son émotionnalité, des gens, on est isolé, enfin bref, il y a un petit peu tout ça. On met en fait une grosse cloche sur tous les ressentis qu'on peut avoir, en gros le shutdown émotionnel. Et quand on commence à sortir de cet état, en rétablissant un état de sécurité dans son corps, pour lui dire c'est bon, on peut rentrer, revenir dans la vie, et ben les émotions remontent. Et toutes les émotions qui étaient coincées depuis longtemps. Et là, tu t'en prends en pleine gueule. Et t'es pas content du tout, je peux te le garantir. Et donc là, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris dans mon corps la fermeture totale, l'imperméabilité totale aux émotions des autres, aux miennes, à l'interaction, à la connexion. Et là, bah, depuis ces quelques jours, vu que je sors un peu plus de l'état dorsal, eh ben, il y a le ventral. Le ventral, c'est l'état de connexion saine et équilibrée entre les uns et les autres et avec soi, l'état de manifestation. Eh ben, le ventral, il revient et c'est on-off. C'est très surprenant. Je suis vraiment en pleine découverte de ça et je sens vraiment, maintenant, beaucoup plus, du moins c'est pas encore très fin, mais je me l'approprie beaucoup plus, quand je suis dans cet état dorsal de faire la morte, là, connectée à rien, hein, et j'ai envie de connecter aux gens, je suis ouverte. C'est comme si on entre dans une pièce sombre, on entre dans une pièce lumineuse où il y a des gens, puis on voit qu'il y a des gens, waouh, on a envie de connecter, on est content, on est tout fou, loup ravi de la crèche. C'est très surprenant. Donc c'est possible que pendant ce cycle de repos, il y ait aussi... moi je trouve que l'état dorsal, il est pas si dégueu que ça, pour le non-sacral. Alors j'en parle dans mon programme justement que, pour le coup, pour le non-sacral, je trouve que c'est un état qui peut être très bénéfique. Parce que extrêmement régénérateur et pas dans le faire, du coup, beaucoup moins dans l'interaction, beaucoup moins dans la surstimulation, parce que dans l'état d'activation sympathique, dans le combat-fuite, on est hyper stimulé, et peut-être qu'on peut avoir une comment dire, une addiction pas très saine à la surstimulation. C'est possible, c'est pas automatique, mais c'est possible. Mais le dorsal, pour moi, pour le non-sacral, il est pas si dégueu que ça, s'il est fait en conscience. Voilà. Ça peut être très régénérateur, mais à la limite, c'est quand même bien de ressentir ses émotions pour pas qu'elles ressortent toutes d'un coup, en mode boomerang, et tu te reprennes ça en pleine tête. C'était dark, oh là là. Donc vraiment, voilà, il est possible que dans ce cycle de repos, tu oscilles dans ces deux phases-là, ce côté très ralenti, très faire le mort, peut-être déconnecté de pas mal de choses, et revenir à la vie, à la connexion de temps en temps.
C'est, pour moi, j'ai énormément ressenti ça. Bon, après, ma porte 59, elle me challenge aussi pas mal par rapport à ça. Et alors là, j'avais écrit un long truc. Bon. Gérer l'inconnu intemporel. Pardon, gérer l'inconnu temporel. Quand on entre dans cette phase de repos massif du manifesteur, on est très tenté de redémarrer directement, d'entrer dans l'impatience du manifesteur qui a cet impératif cellulaire de commencer les choses. Et c'est là qu'on peut se heurter à un gros mur, celui de l'inconnu, de quand l'énergie reviendra se manifester d'elle-même. C'est-à-dire que le manifesteur, on est le trailblazer, comme on le décrit sur les réseaux sociaux. Tu vois, celui qui démarre les choses. Et quand on entre dans cette phase de repos, je me mets complètement dedans, c'est pour ça que je me permets de dire ça. On peut être tenté de dire, voilà, c'est bon, 2 semaines de repos, ça suffit, puis il faut recommencer, quoi. Tu vois, en plus sur les réseaux, on t'attend pas trop, tu vois. Et là, c'est pas toi qui contrôle. C'est pas toi qui contrôle. Et quand tu te dis, c'est bon, j'ai passé, tu as un petit élan qui revient, mais tu sens qu'il n'y a pas la consistance derrière, et tu dis, si j'y vais, je me pète la gueule, mais sale. Et il vaut mieux pas que j'y aille. Heureusement que, ligne 3, on se souvient des expériences passées qu'il faut pas le faire. Voilà, donc c'est bon. Mais c'est très challengeant. Puis en plus, l'émotionnel est très impatient. Donc c'est bon, 2 semaines de repos, ça va. Non, peut-être qu'il faudra 3 mois, sauf que ça, tu ne le sais pas. L'inconnu temporel. Pareil, moi j'ai annoncé sur les réseaux, là, fin mars, je crois. Bon, 1 semaine ou 2 de repos. Non. LOL, ça va durer bien plus longtemps. Alors je vais apparaître parce que j'ai des épiphanies et ces épiphanies-là, à chaque fois, je sais qu'elles sont bonnes à manifester. C'est pas tant ça, mais non, ça va durer plus longtemps. Et c'est chiant parce qu'en plus sur les réseaux, tu sais que on t'oublie un peu, que tu sais qu'il faut apparaître, il faut show up tous les jours. Non, tu vois, tu le sais. Le mani qui aime et qui a besoin de contrôler, y compris sa propre énergie. Cette période ne doit pas durer trop longtemps, entend-on. Surtout par les impératifs de ceux et celles qui ont le feu au cul et qui veulent te dire surtout, te repose pas trop. L'univers adore les personnes qui changent vite d'énergie, qui passent vite à l'action. On sait! Pas pour les autorités émotionnelles et pas tout le temps pour les manifesteurs selon les cycles dans lesquels ils sont. Le besoin de contrôle sur le manifesteur, ça pourrait être un podcast à lui tout seul, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez la porte 21 ou si vous êtes 21-45, c'est encore pire! Donc, avec tous ces impératifs-là, on refuse de s'y abandonner complètement à ce cycle de repos et de laisser le processus se faire de lui-même. On résiste. Et pour moi, maintenant, je fais bien la distinction entre blocage et résistance. On n'est pas forcément bloqué, mais on résiste. Parce que c'est bien beau de dire « je me sens bloqué ». Non, on résiste. Parce qu'on a très bien compris, et ce qui nous fait résister, c'est les blocages. C'est les patterns. Ce qu'on se dit, les impératifs qu'on se met, qui sont même pas forcément corrects. Cela peut créer des résistances mentales, physiques, émotionnelles, énergétiques, tout ce que tu veux. C'est amplifié si nous sommes émotionnels et individuels. Potentiellement, si vous êtes splénique, je ne sais pas, j'ai pas encore de splénique et j'ai mon splénique full open de mon côté, et donc je peux pas. Donc, c'est contempler où nous mettons un impératif à tout vivre rapidement, à digérer rapidement, sans prendre en compte les vagues, les ressentis, les envies. Notre système nerveux hyperstimulé est sûrement lui aussi à bout de souffle. Je pense que l'évaluation de notre système nerveux en tant que manifesteur dans ces phases-là est extrêmement important. Vraiment, la régulation du système nerveux, c'est... Chaque être humain, c'est pas que le manifesteur, mais chaque être humain en a besoin profondément dans sa vie. Il y a des personnes qui sont facilement régulées et tant mieux. Tant mieux qu'elles ont un bon système nerveux, bien régulé. Mais la grande majorité d'entre nous, non. Donc, si tu n'as pas déjà fait, je t'invite très vivement à te pencher sur ce sujet-là. Cette période de phase de repos est une initiation. On adore ce mot, super à la mode. En lâchant prise sur le connu et en accueillant l'inconnu, tout en faisant confiance au processus. Alors c'est tellement bateau cette phrase de merde là. Oh là là, mais c'est tellement vrai en même temps. Parce que on est tous là en mode oui, le repos, faut pas que ça dure trop longtemps, enfin tout ce que j'ai évoqué avant. Mais on sait que il y a un processus.
de lâcher les résistances, de lâcher l'ancien, un processus émotionnel qui peut être plus long selon les manifesteurs, selon les vécus, selon les patterns, selon la phase de fatigue, selon l'usure de notre système nerveux qu'on a eu avant. Ça peut être, voilà, chaque personne est différente, chaque système nerveux est très différent aussi, souvenez-vous-en. Et on aura envie de tout presser parce qu'on est tous là, on est pressé par la vie, on est pressé dans cette société occidentale qui prend pas le temps de vivre. Même si c'est en train de changer au niveau des réseaux, c'est en train de changer au niveau des positionnements. Et c'est beaucoup plus accepté qu'il y a quelques années. Je le ressens ici comme une remise au point, un reset impératif pour accéder à la suite. Laquelle, aucune idée, pour digérer au niveau cellulaire les informations reçues depuis des mois, voire des années. C'est-à-dire qu'il y a aussi le déconditionnement, si on dit qu'il dure environ 7 ans, ça n'est pas pour rien. 7 ans, ça correspond à un changement au niveau cellulaire, ça correspond à une réadaptation profonde, ça comprend un changement au niveau de l'ADN, des fois. Alors, pour ma part, je suis sûre et certaine qu'on peut agir par-dessus consciemment, inconsciemment et physiquement. Alors, ce sont les 3 outils que j'utilise, le Theta Healing, le design humain et la régulation du système nerveux. Pour moi, on agit. C'est facilité. La régulation du système nerveux, elle facilite drastiquement pour moi la phase de déconditionnement. Énormément. 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 Je pensais que ça irait plus vite. Je ne suis pas sûre. Moi, ça va faire 5 ans à la fin de l'année que je suis dans le design humain. Déjà. Oh, Jesus. Pour moi, la régulation du système nerveux, elle a vraiment, vraiment, vraiment énormément accéléré pour moi cette phase de déconditionnement. Il y a toujours des choses à travailler, il y a toujours des choses à voir, ça c'est sûr. Mais on sous-estime beaucoup le besoin de temps d'intégration. Et moi, je suis la première des bourrines. Je fais tellement de soins énergétiques, tellement de choses sur moi que je ne conseille à strictement personne de faire autant. C'est pas pour me la raconter que je dis ça, c'est pas du tout ça. Mais je conseille à personne. Personne. Je travaille sur moi en Theta Healing, je me régule dans mon système nerveux, je me fais très régulièrement des soins, des nettoyages au plomb, des soins quantiques, très régulièrement. Presque trop. Là, je vais commencer les constellations familiales. Je conseille à personne de faire ça. Personne. Avec cette intensité. Moi, c'est parce que je le fais, parce que j'ai envie de le faire et parce que mon âme me pousse à ça et j'ai pas envie de me justifier. Bref, anyway. Mais à personne, je conseille de le faire autant. Personne. J'ai fait un travail de libération émotionnelle que peu de personnes ont tenu. Par-dessus une résilience avec des affaires immobilières qui m'ont mis une charge mentale que peu de personnes auraient tenue. Même mon meilleur ami qui est dans les lobbies et qui a un mental très très fort me dit mais je ne sais même pas, moi j'aurais fait éclater l'immeuble depuis des années. Je sais qu'il l'aurait fait. Donc chacun on a une résilience et des capacités qui sont très différentes. Et il n'y a rien de mieux, rien de moins bien. Encore une fois, c'est pas pour me saucer que je dis ça, mais on a tous des potentiels et des capacités différentes. Mais encore une fois, on sous-estime beaucoup le temps d'intégration, le temps de changement. On cherche à manifester, mais la plupart du temps, notre système nerveux, il n'est pas prêt à recevoir ce qu'on veut manifester. Notre inconscient non plus. On veut l'abondance, la richesse, mais on n'a que des idées claquées, des croyances de merde derrière, qui vont faire que la richesse, l'abondance, l'argent, l'amour, il va s'éloigner au lieu de s'attirer. Donc pour moi, les outils que j'utilise, ils m'ont littéralement sauvé, et ils me permettent de m'ancrer complètement. Et sans ça, ce serait compliqué parce que naviguer dans toutes ces incertitudes, dans le monde dans lequel on vit uniquement avec le mental, c'est de l'ordre de l'exploit. Parce on est en train de sortir complètement d'une logique. La logique qu'on connaît tous depuis des centaines d'années. Et là, on est en train de faire face à un nouveau monde. 2027, hashtag arrive. Et si on n'a pas ces outils-là, si on se ferme à la conscience à tous ces outils-là, ça va être dur. Ça va être très dur. Sincèrement. Et en tant que manifesteur, n'a-t-on pas espéré et demandé plus que vivement à entrer dans notre design de manifesteur et évidemment, comme c'est la hype dans notre société, sans prendre le temps, sans recevoir les conséquences de cette demande. Et je finirai sur ça.
Les manifesteurs, ils sont un peu blâmés. Passé un temps, il y avait une vague un peu anti-manifesteurs par des gros semards, là. Complètement alignés dans leur design, complètement. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal d'enfants manifesteurs qui arrivent. Il y en a pas mal. J'ai essayé de faire le compte. Attends, combien j'en ai? Entre mes neveux et petits cousins, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans mes cousins germains, les plus proches, là. Sur les 8, il y a 3 enfants manifesteurs. C'est quand même un tiers. C'est quand même beaucoup. J'ai un pote aussi qui a eu un enfant dans le milieu de la danse, manifesteur. Il y en a de plus en plus. C'est pas pour rien. Pour moi, c'est la prédiction de bac à sable. Hein. Mais pour moi, quand il y a quand même pas mal de bébés manifesteurs qui arrivent comme ça dans un monde, c'est qu'il va y avoir des putains de changements dans pas très longtemps. Alors, je prédis sans prédire parce que tout le monde le sait. Hein. De toute façon, ceux qui vont écouter ce podcast, vous savez très bien 2027, l'astrologie, l'ère du Verseau. Là. On va pas enfoncer des portes déjà ouvertes. Mais quand j'entends l'ère des manifesteurs, elle est terminée, c'est l'ère des projecteurs. Bémol, il y a beaucoup plus de projecteurs apparemment qu'avant, oui, parce qu'il va falloir guider la masse sacrale vers ce renouveau. C'est les manifesteurs qui commencent les choses, c'est pas les projecteurs. Les projecteurs, ils sont là pour guider. Alors, c'est pas du tout dénigré, hein. Évidemment, il y a des projecteurs qui vont lancer des projets, des générateurs qui vont lancer des projets, qui vont commencer des choses, oui. Les canalisateurs, ça reste quand même les manifesteurs. C'est pour ça qu'on est là, tu vois. Donc, moi, quand je vois beaucoup de bébés arriver sur une fratrie sur des cousinades de 8, 3, ça fait beaucoup, hein. Ils sont pas là pour rien, ces enfants. C'est pas que des projecteurs qu'on a eu, hein. Quasiment que générateurs et manifesteurs. Alors, les projecteurs, il y en a tout autant, hein, et c'est ok. Enfin, dans leur stat environ de 20-22%. Il va y avoir des blasts qui vont arriver, il va y avoir des débuts à des choses, et tout ça, donc... Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça. C'est la fin du podcast que je commence à... Du podcast, hein. Je commence à fatiguer. Mais, pour finir, si on entre dans le design humain, c'est pour entrer dans notre design aussi. C'est pour l'intégrer, c'est pour l'incarner. Mais cette incarnation, elle demande du temps. Elle demande de la digestion, elle demande de l'intégration. Et ça, on le sous-estime beaucoup. Et j'ai eu parlé aussi, je m'en souviens, enfin je me rappelle assez régulièrement ces temps. J'avais eu une discussion de 3 heures avec une parfaite inconnue manifesteur avec qui on s'était appelé, puis en fait, comme à chaque fois avec les manis, ça fusionne très fort, et puis c'est pas pour autant qu'on reste en contact après. Et ben elle m'avait dit, c'était une thérapeute aussi, hein, qui était en Corse, qui revenait sur le continent bientôt. Elle m'avait dit, mais tu sais, moi des fois je passe des journées à rien faire, et de pas avoir de projet c'est très bien, et puis des fois je me mets face à la mer et j'attends. Et moi à cette époque-là je trouvais ça trop bien, mais je me sentais pas de le faire, et aujourd'hui j'y arrive de plus en plus. Et le manifesteur, rappelons-nous que c'est pas un être de faire, c'est un être d'être. Il se réalise dans l'être. Et pour se réaliser pleinement, on a besoin de déconstruire beaucoup de choses, d'incarner beaucoup de choses et d'expérimenter du coup, hein, dans le corps. Surtout, dans notre vie, ces phases de repos pour laisser les choses s'implanter, l'ADN se modifier, les croyances évoluer. Il peut y avoir des sauts quantiques. Des sauts quantiques, on adore dire ça, moi aussi, qui sont très rapides. Moi, je sais que je vis... sur certaines périodes, je vis saut quantique sur saut quantique, ça je le sais. Mais pour la manifestation dans la matière, je pense qu'on vraiment sous-estime le temps que ça a besoin de prendre pour s'émanciper. Et ces phases de repos, elles peuvent être de grands enseignants. Sur tout ça, de prendre le recul, de passer dans l'être et non plus dans le faire. De réveiller tous les patterns que ça soulève. De les traiter, de les considérer, de les guérir en régulant ce système nerveux, en changeant ses croyances, etc. Donc tout ça prend du temps. Mais au final, ce que je demande, moi, pour ma part, depuis longtemps, c'est je veux incarner ma vie de manifesteur. Et c'est la suite du process. C'est exactement ce que j'ai demandé. Donc quand on part de ce postulat, si c'est une demande que tu as formulée,
Et si tu passes par cette phase de repos, c'est la suite logique. Et que plus on y résiste, moins ça va se décanter. Et moins ça va se dégoupiller ensuite. Voilà. La fin du podcast aujourd'hui, je pense que c'était largement suffisant. Merci d'avoir écouté. Il était un peu plus long que d'habitude. J'avais pas mal de choses à dire. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Ça aura résonné en toi de la bonne manière. Et au plaisir d'échanger sur Instagram. Quand j'y suis, parce que je retire assez souvent l'application ces temps. Manifestor Soul sur Instagram. Je suis disponible que là, je n'ai pas Facebook. Eh bien écoutez, je m'en retourne à mon repas équilibré, à ma grande nuit de repos. Et je vous dis à très bientôt!